Ok, alors, ok, on est à l'intérieur d'un laboratoire. On est à l'intérieur d'un laboratoire qui s'appelle Atrium. À Sanctum, Clark, Bellamy, Octavia ont senti une secousse. Ils ont senti une secousse et descendent alors au sol, là où se trouve Raven, dans un énorme laboratoire. Un énorme laboratoire, là où des secousses ont fait trembler ce laboratoire. Juste en dessous, il y a Juste en dessous, Raven est occupé de générer une sorte d'équilibre sur de garder un équilibre à l'intérieur de réacteurs à impulsion électrique, à de, impulsion de refroidissement et de réchauffement. Elle est occupée de garder un équilibre sur ça et a senti la secousse qui a tout fait basculer. Clark descend voir Raven avec Bellamy et avec Octavia. Octavia dépose son arme et regarde Raven en lui demandant si elle a senti cette secousse. Raven allume un écran, montre à Clark que cette secousse a fait pas mal de dégâts, pas mal de dommages. Il faut réparer absolument les... Il faut absolument réparer cet équilibre entre les réacteurs à impulsion de refroidissement. Sinon, tout Sanctum pourrait se détruire, s'effondrer. Clark regarde Raven, avouant qu'elle n'est pas contre l'idée car elle veut un peu conquérir Sanctum. Elle n'est pas trop contre cette idée. Raven lui explique que si Sanctum explose, ils n'auront plus aucun endroit où aller. Clark regarde alors ce que Raven a à lui dire et que Sanctum pourrait bien disparaître de la surface de la Terre. En montrant les réacteurs à refroidissement, à impulsion de refroidissement, elle lui montre qu'ils sont redescendus très 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 bas. En lui montrant qu'ils sont redescendus très 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 bas, il se peut que, il se peut que l'équilibre ne soit plus au beau fixe, ce qui pourrait causer une explosion, ce qui pourrait poser une explosion, causer une explosion au sous-sol dans ce laboratoire qui pourrait justement causer aussi une explosion sur les plaques tectoniques, faisant ainsi basculer la surface de la Terre et détruisant Sanctum. C'est là où se trouve le problème de Raven. C'est là que se trouve le problème de Raven, c'est que elle n'a aucune chance et aucun moyen d'atteindre les plaques tectoniques et aucun moyen de cerner les plaques tectoniques et de les garder les unes contre les autres. Elle ne sait pas faire ça. Elle ne sait pas les garder les unes contre les autres. Clark et Clark, Octavia et Bellamy, qui ont senti cette secousse, vont voir ce que c'est et partent en éclaireur. Ils partent en éclaireur avec, des motos que leur ont fournies Sanctum et une autre équipe d'éclaireurs faisant partie du royaume de Sanctum. Ils partent en éclaireur et trouvent au milieu du désert, loin de Sanctum, ils trouvent une énorme, une énorme centrale électrique avec un réacteur, avec un réacteur principal sur le point d'exploser, qui est en fusion. Ce réacteur s'appelle Atrium. Atrium est sur le point d'exploser. S'il explose, il fait des ravages pas possibles et détruira la surface du désert, détruira l'entièreté du désert et pourra même arriver jusqu'aux limites de Sanctum. Il pourrait détruire la moitié des 12 clans de The 100. Il pourrait tout détruire et irradier la surface de la Terre. Il rentre à l'intérieur.
Lorsqu'il rentre à l'intérieur, c'est méconnaissable. Tout est détruit, les tuyaux sont en vrac, les murs sont complètement détruits. Il y a des tableaux de bord, des ordinateurs qui sont complètement... Il y a des, des ordinateurs qui sont complètement foutus. Ils rentrent, ils rentrent à l'intérieur et ils savent pas ce qu'ils doivent penser, ils savent pas ce qu'ils font là. Ils baissent leurs armes, mais ils marchent et ils continuent à avancer à l'intérieur de Atrium. Ils savent pas ce qu'ils vont trouver à l'intérieur de Atrium, qui appartenait anciennement à Ali. Ils ne savent pas ce qu'ils vont trouver à l'intérieur de l'Atrium, mais finalement, Clark entend des secousses, en tout cas sent des secousses juste en dessous d'elle. Un étage en bas, elle descend et trouve un groupe de personnes à l'intérieur d'une cellule en métal derrière une porte vitrée. Elle essaye d'ouvrir cette porte vitrée, malheureusement coincée par un code. Malheureusement coincée par un code, elle essaye d'ouvrir cette porte vitrée. Elle essaye d'abord en frappant avec son arme contre le boîtier sur lequel il y a le code. Elle essaye, mais n'arrive pas à rentrer. Une sorte de gaz chimique commence à rentrer partout à l'intérieur de la pièce. Les personnes à l'intérieur sont sur le point de soit suffoquer, soit être atteintes de plaques rouges et d'éruptions cutanées partout sur le visage. Les personnes commencent à avoir la peau qui fonde un peu, puis qui deviennent rouges, et des éruptions cutanées commencent à apparaître un peu partout. Leur visage se déforme, les fossettes et les pommettes commencent à tomber, les yeux commencent à fondre, et ils sont complètement rouges. Une femme s'accroche à la fenêtre. Une femme s'accroche à la fenêtre de cette porte. Mais lorsqu'elle s'accroche, la peau, les ongles et la chair de ses mains commencent à disparaître, ne laissant plus qu'apparaître ses os. Ses os qui sont couverts de sang. Quand Clark rentre à l'intérieur et qu'elle réussit enfin à détruire la porte s'ouvre finalement. Finalement, la porte s'ouvre sous le poids et l'air peu respirable qu'il y a à l'intérieur de cette pièce. Elle s'ouvre sous une sorte de combustion d'air à l'intérieur et elle rentre et apporte ces personnes à Sanctum. Elles sont contaminées mais les met dans un laboratoire à part. Raven commence à aménager un laboratoire. Clark s'est arrêté sur le côté. Dans le réacteur. Dans le réacteur Atrium. Elle contacte Sanctum et elle contacte Raven en lui disant de préparer un laboratoire de médecine. Raven va tout de suite chercher Abby. Abby prépare un laboratoire de médecine. Elle le prépare. Elle le met en place. Elle prépare des bandages et tout ce qu'il faut. Elle prépare des médicaments. Et, Clark arrive avec ces personnes qui sont gravement atteintes. Ces personnes sont gravement atteintes d'éruptions cutanées, de brûlures au visage et, et de coupures au visage. Quand elle les apporte, Abby commence à regarder un peu les coupures qu'elles ont au visage. Elle regarde les coupures qu'elles ont au visage, leurs visages qui ont un peu fondu. Elle regarde leurs mains et la toxine qui a atteint leur corps. Pour le moment, Abby ne sait pas quoi faire et Clark demande à sa mère si elle va réussir à les sauver. Elle se retourne vers elle en lui disant qu'il y a peu d'espoir et les personnes sont en train de suffoquer et sont attachées à une table en métal. Abby leur ouvre le thorax. Abby leur ouvre le thorax en essayant de faire de son mieux. Elle dit qu'il y a peu d'espoir, mais leur ouvre le thorax. Elle fait ça avec un scalpel et ensuite avec une sorte d'accroche en métal. Avec une sorte d'accroche en métal qui s'écarte. Elle écarte la peau et a une vue complète sur les poumons. Les poumons sont noircis, ils sont rouges. Les poumons sont noircis, ils sont rouges, ils sont oranges, pire que les poumons d'un fumeur. Pire que les poumons d'un fumeur qui fumerait un paquet par jour.
les poumons sont noirs, ils sont brûlés, ils sont vraiment incendiés. Abby est en train de regarder ça et est en train de se poser une question. Comment est-ce que c'est possible qu'il respire encore? Comment est-ce que c'est possible qu'ils soient encore en train de respirer? Comment est-ce que c'est possible qu'ils aient encore le moindre souffle? Elle passe alors son doigt juste en dessous de leur nez et sent une sorte de respiration, froide, pas chaude, alors qu'elle est censée être chaude. Clark leur demande si elle va savoir les sauver. Et Abby dit que la seule manière de les sauver, c'est de faire une transplantation de poumons. Pour ça, il faut aller chercher des personnes qui se porteront consentantes et de faire une transplantation de poumons. Mais pour ça, il va falloir sacrifier une vie. Euh, pour ça, il va falloir sacrifier une vie. Et Clark commence à chercher des hôtes, en tout cas des personnes qui se porteraient consentants pour faire cette expérience. Mais aucun des clans, ni les Sankru, les Triclus ou les Wanclus n'accepte. Aucun des clans n'accepte. Alors elle continue sa recherche à travers les clans et elle va chez les Delphiclus. Là, ils n'acceptent pas non plus. Aucune chance pour qu'ils donnent l'un de leurs guerriers, ou l'une de leurs guerrières, ou l'un de leurs espions, pour qu'ils donnent ses poumons et qu'ils meurent ensuite. Elle dit que c'est pour une urgence, que c'est pour sauver des gens, peut-être qu'ils ne les connaissent pas, mais qui peuvent apporter des réponses sur ce qui s'est passé là-bas. Alors, elle n'a aucune idée de ce qui s'est passé là-bas, mais ils vont peut-être apporter des réponses. Octavia tente de s'en charger, elle regarde Clark, elle tente de s'en charger. Elle met son arme sur la table, elle dit que s'il faut, ils vont aller chercher par la force. Clark retient Octavia par l'épaule en lui disant que c'est pas la manière qu'il faut utiliser, qu'il faut aller demander. Octavia se retourne, saisissant Clark par la main, la serrant très fort. Elle lui dit: et tu penses vraiment que tes petites excuses et que tes petites demandes un peu partout dans les clans vont nous aider à trouver les autres? Ce qu'il faut faire, c'est les prendre par la force. Elle lui montre son arme et elle lui demande d'aller chercher le plus de personnes possible, dans les clans, de former une légion et voire même d'entraîner des enfants s'il le faut, mais de former une légion, de leur donner des armes et d'aller chercher des autres par la force. Clark, euh, Clark dit que c'est hors de question de faire ça comme ça, hors de question de faire ça de cette manière, qu'elle va continuer à se disperser dans des clans avec Bellamy, les enfants de Gabriel et tous les autres pour pouvoir trouver des gens qui sont peut-être... il suffirait d'une personne qui est au bout de la mort, qui est sur le point de mourir, mais qui a des poumons encore valables. Et donc, elle continue à travers les clans, elle continue à travers le clan de la forêt, et dans le clan de la forêt, ils ont une personne qui est sur le point de mourir, mais en échange, les personnes qui ont été contaminées par cette personne, Abby doit les aider. Alors, il leur confie cette personne sur le point de mourir, et là, ils peuvent sauver deux personnes. Ils font la transplantation de poumons, sauvent deux personnes, et ces deux personnes sont relâchées dans leur clan initial et déposées par Clark avec une voiture blindée. Une fois que la transplantation est faite, Abby, à l'intérieur de son laboratoire, se voit apporter les personnes du clan de la forêt. Elle les aide, elle les soigne et Clark les rapporte en disant qu'en échange, on lui offrirait des hôtes. Ils n'ont pas dit ça et le clan de la forêt leur dit qu'ils n'ont pas dit ça mais qu'ils offriraient simplement la personne qui était sur le point de mourir. À ce moment-là, euh, il retourne à la centrale, il retourne au laboratoire. Il retourne au laboratoire de Raven. Raven a situé un endroit de la centrale. Elle a situé un endroit à la centrale qui est sur le point d'exploser. Et que s'il explose, tout part avec. Et que le désert pourrait probablement se transformer en un désert de glace. Parce que parce que la fusion de l'explosion ou de l'implosion du réacteur, comparée à la chaleur du sable, ferait apparaître un immense désert de glace. À ce moment-là, Clark demande de l'aide aux Asgeda, parce que les Asgeda sont la nation des glaces.
Elle demande de l'aide au Asgeda, à savoir comment est-ce qu'il pourrait régler le problème. Est-ce qu'il pourrait faire de si cet endroit explose et fait du désert un endroit de glace, est-ce que ça pourrait faire un endroit supplémentaire pour les Asgeda? Elle propose ce marché, elle propose de faire exploser directement le lab- elle propose de faire exploser directement le réacteur, de créer cette énorme explosion qui fera du sable un énorme désert de glace et de proposer les terres aux Asgeda. Les Asgeda n'acceptent pas, en revanche, ils acceptent de les aider. En revanche, ils acceptent de les aider, mais sous forme d'un marché. Sous forme d'un marché, ils acceptent de les aider. Et donc, les Asgeda proposent ce marché-ci. Le marché est le suivant. On accepte de vous aider à faire exploser cette chose si vous trouvez un moyen de protéger notre tribu des glaces, si vous trouvez un moyen de protéger l'enceinte de l'endroit où on habite, de l'endroit où on est, si vous trouvez un moyen de nous protéger de l'explosion, on déménagera ensuite sur les terres qui sont devenues de la glace. C'était le marché prévu. Clark essaye de trouver un moyen. Elle demande alors à Sanctum. À Sanctum, elle demande de fabriquer le même dôme qu'il y a autour du palais, au-dessus de celui des Asgeda, au-dessus du territoire des Asgeda. Une fois que c'est fabriqué, Clark apporte une sorte de balise rectangulaire. Elle montre aux Asgeda comment ça fonctionne. Les Asgeda la posent à terre, juste à côté d'un arbre, et ouvre la balise. Raven montre comment fonctionne la balise, l'enclenche, la met en route et leur montre comment ça fonctionne. Lorsqu'elle la met en route, il y a un dôme plus ou moins transparent et plus ou moins bleu qui se forme tout autour de leur terre. Ils acceptent de les aider, et partent vers le laboratoire, vers le laboratoire et vont voir Raven. Raven leur explique un peu les terres qu'il faut éviter, les endroits qu'il faut éviter et les endroits par lesquels il faut passer pour rejoindre, le réacteur qui va exploser et la centrale nucléaire. Et une fois que c'est fait, ils sont confrontés malheureusement à des énormes geysers de feu qui sortent de petits réacteurs qui sont au sol. Ils sont confrontés à ça et c'est un problème parce qu'ils ne peuvent pas passer. S'ils passent, ils sont soit brûlés vifs, soit ils sont brûlés vifs, soit le feu anéantira directement le passage entre l'endroit où ils doivent aller, donc le réacteur, ou anéantira directement euh, tout ce qu'ils doivent faire. Donc la mission fera exploser directement tout et tout le laboratoire est sur le point d'être susceptible de leur exploser en pleine face. Donc ils sont confrontés à ces réacteurs, ces geysers de feu, mais ne peuvent pas les éteindre. Impossible de les éteindre, il faut trouver un moyen de les éteindre. Pour ça, Clark a une solution. C'est d'apporter le vaisseau de Diosa, de le mettre au-dessus et de compresser les flammes avec les réacteurs du vaisseau de Diosa. Elle a pour mission de faire ça et demande à Diosa de faire ça. En échange, Diosa demande un service. Le service, c'est de remonter dans l'Illusius et de libérer quelques-uns de ses prisonniers. De les briefer sur une ancienne mission qu'elle avait prévu de faire, mais qu'elle n'a jamais fait. Une mission qui était censée s'accorder à Sanctum. Une mission qui était censée être une mission d'attaque pour Sanctum. Une mission qui était censée être une mission d'attaque, de récupérer le palais et ensuite de l'offrir à Clark. Cette mission était censée simplement s'attaquer à Sanctum, c'était censé être une tentative de terrorisme, mais comme Clark lui a proposé son aide, en échange de services, Diosa lui offre cette possibilité de lui offrir Sanctum sur un plateau d'argent. Et en lançant cette attaque terrorisme, elle lui demande justement le service de faire monter quelques-uns de ses guerriers euh, dans l'Eligius 4 et de libérer l'un de ses guerriers. Elle envoie Raven sur sur un écran, elle envoie Raven les guerriers qu'il faut qu'on réveille. Et Murphy avec Emory et
Echo sont envoyés tous les trois dans l'Illusius 4 et réveillent ces guerriers. Ces guerriers ne les connaissent pas quand ils les réveillent. Quand ils les réveillent, ils leur montrent une retransmission en direct de Diosa qui leur parle et qui leur dit que ce sont des personnes avec qui ils sont en train de passer un marché et qu'ils vont descendre sur Terre pour une attaque terroriste. Cette attaque terroriste consistera aux règles qu'elle est en train de leur expliquer. Murphy leur montre l'écran et une fois que la retransmission est terminée, il leur demande si c'est bon, ils ont compris, avec une pointe de sarcasme dans ses paroles. Une fois que c'est terminé, ils descendent et une navette leur est envoyée devant les Ujus 4. Avec cette navette, ils arrivent juste devant Sanctum et l'attaque terroriste n'est pas sur le point de commencer. Ils doivent d'abord rejoindre le vaisseau de Diosa et Diosa doit les briefer. Les armer, leur donner des armes. Ce qu'elle fait ensuite, c'est qu'elle leur donne des armes et là commence l'attaque terroriste. Clark avait besoin de 3 personnes. Murphy, Raven et avait aussi besoin de Echo. Elle devait expliquer son plan qui était complètement ficelé à l'intérieur de sa tête. À l'intérieur de sa tête, son plan était complètement ficelé. Un plan pour pouvoir désarmer Atrium. Un plan pour pouvoir désarmer ce laboratoire. Il était complètement ficelé, elle l'avait déjà en tête. Elle savait comment ça allait se passer. Étape après étape, elle savait comment ça allait se passer, comment est-ce qu'elle allait faire. Mais elle avait besoin de 3 personnes. Echo, Raven et Murphy. Murphy pour la tuer, parce qu'elle savait que c'était le seul qui n'allait pas hésiter une seconde, qui n'allait avoir aucun remords pour la tuer. Elle savait très bien que c'était lui qu'il fallait pour pouvoir la tuer. Alors, elle a été le voir au bar, il était en train de prendre un verre. Elle a été le voir et lui a demandé « Est-ce que tu serais prêt à me tuer ?» Avec un air condescendant, il s'est tourné et a dit « Ouais, pourquoi pas ?» en s'appuyant sur la table avec un air condescendant, lui disant « Ouais !» l'air un peu comme si pour lui c'était presque un jeu. Il l'a regardé et lui a dit « Ouais !» Ensuite, Clark lui a dit de venir. Elle lui a expliqué son plan dans les moindres détails. Elle lui a dit « Alors, tu vas me tuer. Tu vas me tuer, et ensuite, après ça. » Murphy était en train de la regarder comme s'il se délectait un peu de ce qu'elle disait. Elle était en train de lui dire « Tu vas me tuer. Une fois que je serai morte, tu iras voir Raven. Tu demanderas à Raven de retrouver les plans de Atrium, de retrouver les plans, de retrouver l'ancienne mission Atrium. Pourquoi est-ce qu'ils ont fabriqué ce laboratoire? Pourquoi est-ce qu'ils ont fabriqué cet endroit? Tu demanderas à Raven de retrouver Atrium, qui appartenait à Ali. Ensuite, une fois que tu auras retrouvé Atrium avec Raven, une fois que ce sera fait, vous allez tout transférer dans une puce. Et cette puce mémoire, vous allez la mettre à l'intérieur de mon crâne. » Elle était en train d'expliquer ça. Et ensuite, elle a été chercher Raven. Elle a été chercher Raven et lui a demandé de s'asseoir à la même table avec Murphy et avec elle. Quand Raven est arrivé, elle lui a demandé c'était pourquoi. Murphy a regardé Raven en lui disant « Tu vas pas être déçu, je t'assure », avec un petit air condescendant. Raven l'a regardé, sans rien dire particulièrement. Elle a simplement regardé Murphy, et ensuite a regardé Clark. Clark lui a expliqué son plan. Alors Murphy va me tuer. Déjà, Raven était en train de regarder Clark comme si elle était folle. Clark a dit « C'est très simple, Murphy va me tuer. Vous allez arrêter mon cœur, vous allez me tuer. Une fois que ce sera fait, toi tu vas rentrer les codes de Atrium à l'intérieur d'une puce mémoire. La puce mémoire, vous allez la mettre à l'intérieur de ma tête. C'est simple, ce sera Echo qui se chargera de faire une petite entaille et on mettra la puce mémoire à l'intérieur. Ensuite, une fois que ce sera fait, que la puce mémoire sera à l'intérieur, je retournerai dans les souvenirs de Atrium. Je retournerai voir les personnes qui ont travaillé et qui ont fabriqué Atrium, qui ont fabriqué ce réacteur. Je retournerai voir ces personnes. Je retournerai leur poser la question de comment est-ce qu'ils ont fait pour l'activer et comment est-ce qu'ils ont fait pour le désactiver. Une fois que ce sera fait, je reviendrai avec ces souvenirs.
ce sera Murphy qui va me réanimer. Murphy l'a regardé et lui a dit « Ah, c'est dommage, je pensais que tu resterais morte. » Raven ni personne n'a réagi à ce qu'il dit, même pas Clark. Clark l'a simplement regardé et ensuite a dit une fois que ce sera fait, ce sera à ton tour, Raven. Je sais que tu vas pas être d'accord avec ce que j'ai dit. Il y avait très peu de chances pour que ce qu'elle dise soit accepté par Raven, parce que Raven y était presque resté. Lors de l'exorcisme qu'il y avait eu, quand Ali a pris possession du corps de Raven, lors de l'exorcisme, elle avait failli y rester, et Ali a failli prendre possession de son corps. Elle lui a dit, après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Ali. On va mettre Ali dans une puce, dans une clé, on va mettre Ali à l'intérieur, et on va la mettre à l'intérieur, on va mettre la clé. La clé, on va la mettre à l'intérieur de Raven. Raven, tu seras encore une fois sous l'emprise de Ali, mais je te promets que ça ne durera pas longtemps. Raven, c'était hors de question qu'elle fasse ça. Elle s'est levée de table et est partie. Une fois qu'elle s'est levée de table et qu'elle est partie, Clark a essayé de la convaincre de diverses manières différentes, en lui disant « Mais je te promets qu'on va te ramener tout de suite, que cette fois-ci ça se passera pas comme la dernière fois. » Raven n'était pas effrayée, elle ne voulait juste pas. Clark lui expliquait qu'ils allaient simplement lui donner la clé de la Cité des Lumières, et qu'ensuite elle allait demander que sa seule chose à faire c'était de rentrer dans la Cité des Lumières, de trouver Ali, et qu'une fois qu'elle avait trouvé Ali, de lui demander qu'est-ce que c'était Atrium, de lui demander ce que c'était, pourquoi est-ce qu'elle avait fait ça, quel était son plan, ou si son plan avait été déjoué, quelle était sa solution avec Atrium. Et ensuite, elle reviendrait avec ça, avec tout ce que Ali lui avait dit, elle reviendrait avec ça. La seule chose que Raven et que Clark n'avaient pas prévu, mais la seule chose que Raven avait en tête, c'est et si jamais elle revenait avec Ali et que le cauchemar recommençait. Clark n'avait pas prévu ça, mais elle savait qu'elle allait revenir. Elle était sûre d'elle que son plan allait fonctionner et qu'elle allait revenir avec tout ce que Ali allait lui dire. Ali était une simple intelligence artificielle qui vivait à l'intérieur de cette chose. Elle savait qu'il était peut-être possible que Ali revienne, mais il l'avait tué définitivement. C'était même Raven qui l'avait tué. Alors elle a quand même accepté. Difficilement, Clark a dû la convaincre. Echo, quand elle est arrivée et qu'elle est allée la chercher, elle a raconté son plan une troisième fois. Echo a écouté et l'a de nouveau regardé comme Raven l'avait regardé, comme si elle était folle. La tuer, ensuite lui mettre les souvenirs de Atrium en tête, poser les questions, et ensuite refaire vivre le même cauchemar qu'a vécu Raven avec Ali. Pas être possédé par Ali, mais simplement lui donner la clé. Rentrer à l'intérieur de la Cité des Lumières et revenir avec les informations. Essayer de revenir sans Ali pour ne pas que le cauchemar recommence. Echo lui a dit de se ressaisir, et d'arrêter ses conneries, d'arrêter de penser à des plans qui pourraient faire empirer les choses. Clark a dit que c'était un plan parfaitement ficelé, qu'elle y avait réfléchi toute la nuit, que dans sa cellule avec Maddie, elle avait réfléchi à ça toute la nuit. Elle l'avait mis en place, et Maddie y avait même participé un petit peu. C'était comme ça qu'ils allaient réussir à battre Atrium. C'était comme ça qu'ils allaient réussir à savoir ce que c'est. Ensuite, le soir, il était l'heure de commencer. Sanctum était éteint. Le portail avait été activé. Il était temps de commencer tout ça en bas. Ils avaient commencé ça dans les laboratoires en bas. Alors que Abby était là, elle ne voulait pas que Clark se mette en danger. Elle ne voulait pas que Clark se mette en danger, qu'elle se mette à mort, qu'elle fasse une mise à mort. Abby était en train de lui demander. Abby avait demandé à parler à sa fille pendant 2 minutes. Clark a parlé avec Abby, avec sa mère, et lui a dit « Tu es vraiment sûr de ce que tu avances? Tu es vraiment sûr de ton plan ?» Clark a regardé sa mère et lui a dit que c'était la seule chose qu'il y avait à faire, la seule manière de combattre Atrium, la seule manière d'éviter que cette chose n'explose. Au moment même où elle lui parle, en lui disant ça, au moment même où elle lui parle, il est en train de surchauffer toujours plus.
Peut-être que même il y a eu, peut-être que même l'endroit dans lequel il se trouve dans le désert est devenu une énorme vallée de pierres noires, de pierres volcaniques. Elle ne sait pas ce qui se passe là-bas, mais cette chose est sur le point d'exploser. Alors qu'elle était sûre de ce qu'elle avançait, Abby lui a quand même dit au revoir une dernière fois. Quand Abby lui a dit au revoir une dernière fois, elle a dit qu'elle se chargerait de lui mettre un anesthésiant. Elle se chargerait de lui mettre un anesthésiant. Elle lui a mis un anesthésiant en intraveineuse. Une fois que c'était fait, elle s'est couchée sur la table. Un peu vaseuse, elle s'est tournée vers Murphy et lui a dit qu'elle c'était prêt, qu'il pouvait commencer. Il l'a alors tuée en injectant un produit noir. En injectant un produit noir, il lui a d'abord retiré du sang d'ébène pour la ramener après, il lui a retiré du sang d'ébène. Ensuite, après ça, après avoir mis le sang d'ébène dans un petit flacon, un petit bocal, dans ce petit bocal, ils ont mis le sang d'ébène. Une fois que c'était mis là-dedans, ce sang serait réinjecté à l'intérieur de ses veines après la procédure, pour la ramener à vie. Son sang, son propre sang serait réinjecté dans ses veines. Une fois qu'il l'a tué, une fois qu'il l'avait tué avec un choc électrique, avec une impulsion électrique, une fois que son cœur était arrêté, on avait vu alors qu'il n'y avait plus de battement, plus de tension, plus rien, plus aucun pouls. Raven a alors posé ses deux doigts ici un instant. Elle était morte. Elle était morte, mais quelque part au fond d'elle toujours consciente. Ses yeux bougeaient un petit peu. Elle était certainement en communication avec les personnes d'Atrium. En attendant, Echo était sur le point de faire l'entaille et de rentrer la puce à l'intérieur. Elle rentrait la puce à l'intérieur, mais avant de faire ça, avant de faire l'entaille, Echo fit une manipulation avec une puce test. Avec une puce test, elle fit une manipulation. Elle coupa au niveau de l'arcade et rentra la puce. Ensuite, la ressortit aussitôt. Elle demanda alors à Raven, en posant la puce sur une petite plaque en verre, de rentrer maintenant les codes de Atrium. Elle avait cherché les codes de Atrium sur son PC. Elle était retournée voir Ali. Dans une clé, elle était retournée voir Ali. Elle était rentrée à l'intérieur des codes. À l'intérieur des codes, une fois qu'elle avait trouvé Atrium, elle l'avait mise à l'intérieur de la clé. Une fois que c'était mis à l'intérieur de la clé, de la puce mémoire, Echo l'a rentrée à l'intérieur de la tête de Clark. Clark était en pleine communication. Elle était morte, mais en pleine communication. Maintenue en vie quelque part à l'intérieur d'elle, mais morte physiquement, elle était en train de communiquer avec ces personnes. Ces personnes étaient habillées en blanc, avaient le même symbole que la spirale de Sanctum. Ils étaient en train de partager des infos. Ne lui demandez rien en échange. Ça avait l'air d'être plus facile que ce qu'elle ne pensait. Elle était en train de parler et d'échanger des informations. Elle était autour d'une énorme table blanche, assis dans un grand endroit, une sorte d'endroit éclairé par des luminaires blancs. Ils étaient en train d'échanger des informations sur Atrium, sur comment fonctionnait leur réacteur et pourquoi est-ce qu'ils l'avaient fait. Ce réacteur était censé empêcher l'apocalypse. Il était censé créer assez d'énergie pour pouvoir nourrir toute la Terre, pour pouvoir nourrir toute la civilisation après l'apocalypse. Et pendant l'apocalypse, et avant, et après, il était censé continuer à fonctionner. Parce qu'il était enfoncé, il creusait et puisait tellement profond dans le sol, du, du goudron ou alors encore de l'essence, peu importe, il puisait dans le sol tellement fort, et la plateforme s'appelait la plateforme Shepard. La plateforme Shepard qui puisait dans le sol, qui puisait de l'essence, du diesel, du goudron, des matériaux nourrissants. Cette plateforme puisait et était enfoncée tellement profond dans le sol qu'on ne pouvait plus le retirer. Il avait survécu à l'apocalypse et était censé donner assez d'énergie ensuite pour pouvoir vivre encore après, pour pouvoir recréer un nouveau monde. C'était ça, c'était censé être une sorte de nouveau monde, de deuxième monde accessible
après l'Apocalypse. C'était à ça qu'il servait, mais maintenant, Clark savait une seule chose, c'était que c'était impossible de le détruire, impossible de le faire exploser, car il était enfoncé tellement profond dans la terre que si on le faisait exploser à la surface, il resterait une partie de lui tout au fond. Il fallait trouver un moyen, un bunker, peut-être une porte souterraine qui allait les emmener au fond, qui allait les emmener sous terre. Et une fois sous terre, comme le bunker, une fois sous terre, il fallait trouver un moyen d'arrêt, un moyen d'arrêter la plateforme Shepard. Elle n'avait pas posé cette question, mais une fois revenue à la vie, une fois ramenée à la vie et quand on lui a réinjecté le sang, quand on lui a réinjecté le sang d'ébène, après 60 minutes exactement, après une mort imminente, elle est revenue à la vie, avec des, avec des réponses. Avec des réponses qu'elle a partagées autour d'une table à Raven, à Echo et à Murphy. Tout était prêt pour refaire l'opération. Ils étaient repartis en éclaireur le lendemain. Arrivés devant Atrium, il fallait passer par un chemin sur le côté. Un chemin qui était protégé des flammes, protégé par une sorte de portail, de dôme activé par un code qu'on lui avait donné. Un code qui n'était ni des chiffres ni des lettres, des symboles. Des symboles différents qu'il y avait sur ceux de la pierre. Une fois que ça s'était fait, ils sont passés. Ils sont rentrés à l'intérieur d'Atrium, et la seule manière de détruire Atrium, c'était de trouver une substance verte liquide. Une substance verte très liquide qu'il fallait trouver à l'intérieur d'une plante spécifique qui poussait encore à l'intérieur d'un énorme vivarium. Un énorme vivarium à l'intérieur duquel poussait cette petite plante. Cette petite plante était vivante, elle avait des petits yeux noirs. Elle avait des petits yeux noirs et des petites antennes, des petites pattes. Elle s'accrochait et elle bougeait, comme un insecte vivant. Comme un insecte vivant, en dessous, elle avait un corps, un abdomen noir, des petites pattes et elle bougeait, elle s'accrochait. Elle restait statique comme une plante normale. Elle avait des racines, mais elle bougeait à l'intérieur. Il fallait en couper les pattes, en récupérer le sang. Une fois à l'intérieur, il fallait mettre à l'intérieur d'une capsule de combustion. Une fois que ça s'était fait, il fallait l'emporter à la plateforme. Il fallait l'emporter à la plateforme Shepard. Une fois revenu, il fallait déposer cette chose juste sur un boîtier à côté d'une grande hélice. Une fois l'hélice arrêtée pour de bon, tout le réacteur était arrêté. Tout le réacteur était arrêté. Ils sont restés un moment jusqu'à ce qu'ils ont senti une sorte de vague de froid redescendre. Le, le réacteur était arrêté. Le radiateur de réchauffement aussi était arrêté. Dehors, les flammes étaient retombées. Elles étaient plus petites, mais n'étaient plus vraiment dangereuses. Ils sont passés, mais sont restés à couvert. Ils sont restés à couvert, sont passés. À ce moment-là, ils ont attendu. Ils ont envoyé un message codé, un message crypté à Bellamy, qui était resté à Sanctum. Une fois qu'il était resté à Sanctum, il était allé avec Monty, avec des voitures blindées, parler, juste parler à Diosa, pour pouvoir aller les chercher dans le désert. Diosa avait demandé en échange qu'on lui ramène ses guerriers, ce qui était fait. Elle avait accepté maintenant de venir les chercher. Une fois que c'était fait, qu'elle avait été les chercher, elle les avait ramenés. L'assaut pouvait commencer. L'assaut avait commencé. Le vaisseau s'était déposé juste devant Sanctum, juste devant le château de Sanctum. Le vaisseau s'était posé, en plein milieu de la ville de Sanctum. Le vaisseau avait atterri. Les portes se sont ouvertes et Diosa a chargé. Elle a enfoncé les portes de Sanctum, à regarder toutes les personnes qu'il y avait à l'intérieur de Sanctum, qu'il y avait à l'intérieur du château. Et il y avait une sorte d'énorme grande réception très luxueuse. Lorsqu'elle est arrivée à l'intérieur, elle a demandé alors à tout le monde comment est-ce qu'il fallait faire pour pouvoir se protéger. Comment est-ce qu'il fallait faire pour pouvoir protéger le château, pour que le château n'ait rien. Comment est-ce qu'il fallait faire? Est-ce que le dôme qui avait au-dessus du château était suffisant? Une personne est arrivée. Une personne est arrivée et a dit que le dôme était suffisant à arrêter n'importe quel impact,
un pacte flammable, un pacte d'eau, un pacte de vent, n'importe quel impact, il était suffisant. Et encore l'autre portail qu'il y avait encore autour était amplement suffisant. Ils allaient tous attendre ici sagement. Sagement, ils allaient tous attendre. Diyoza n'a pas hésité une seconde à mettre un fusil sur la tempe de tout le monde et à demander à toutes les personnes qui la suivaient de mettre son fusil sur la tempe de tout le monde. Même à Russell Princeps, en lui demandant d'attendre, qu'ils allaient attendre sagement ici, et qu'une fois qu'ils allaient entendre une secousse, qu'ils allaient sentir un vent puissant, et qu'ils allaient sentir le château trembler, qu'ils allaient sentir le château presque comme s'il allait s'effondrer, ils allaient ressortir tous. Ils allaient désactiver le portail, et le château était à eux. Russell a accepté. Russell a accepté tout simplement parce qu'il n'avait pas le choix. Sinon, c'était l'exécution totale. Il a accepté parce que sinon, c'était l'exécution totale. Une fois qu'il a accepté, ils sont descendus dans les laboratoires. Une jeune femme s'est portée volontaire. Une jeune femme s'est portée volontaire pour ramener Josephine Langborn qui avait certaines questions à poser, qui avait certaines réponses aussi. Certaines questions qu'elle avait à poser, c'était comment est-ce que Clark avait pu la battre dans son esprit. C'était la question qu'elle avait à poser. Mais qu'elle avait découvert plein de secrets à propos de Clark à l'intérieur de son esprit. Elle y était retournée un soir. Un soir, elle était retournée dans son esprit, où son père avait réveillé sa fille et l'avait emmenée à l'intérieur de Clark. Clark avait été emmené, mais retrouvé à l'intérieur de la salle des squelettes. Elle avait trouvé certains secrets à propos de Clark qu'elle pouvait utiliser contre elle. Mais il était hors de question de faire revenir encore une fois Josephine Langborn ici. Hors de question. Alors Clark n'a pas hésité une seconde à la tuer une seconde fois. Mais la seule chose qu'elle voulait entendre de sa bouche quand elle ne l'a pas complètement tuée, avant de retirer la mémoire de Josephine Langborn et de la mettre dans une puce mémoire et de la détruire pour de bon. Avant ça, elle voulait entendre tout ce qu'elle savait sur Atrium. Elle lui a dit que c'était la principale chose. C'était la principale chose sur laquelle elle travaillait pendant sa mission. C'était ça. Une fois que c'était fait et qu'elle lui avait dit comment elle travaillait sur ça. Elle travaillait sur ça pour emmener tout le carburant que fabriquait Atrium. C'était justement ce qui était le principal. Tout le carburant que fabriquait Atrium était la principale source de carburant que recherchait Eligius III. Eligius III était une mission de repérage de carburant, le carburant nécessaire à la planète. Ce carburant, c'était ce que fabriquait Atrium. Il l'avait fabriqué pour le relier un peu à Eligius III, cette mission qui n'avait pas encore été débloquée, mais que Raven cherchait à débloquer. Une fois que c'était fait, que Atrium était en fait lié à Eligius III, ils y sont retournés de plus en plus récemment, de manière récurrente, et ont trouvé de plus en plus de choses sur la mission Eligius III, mais pas assez pour pouvoir se rendre compte de ce qu'ils faisaient réellement dans Eligius IV, pendant la mission Eligius III, pour ramener du carburant. Ils n'avaient pas encore trouvé, mais ils étaient sur le point de trouver un moyen de débloquer la mission. Il fallait encore remonter sur l'Eligius IV. Clark avait trouvé une bien meilleure idée. Elle avait trouvé une bien meilleure idée et maintenant, il était temps de la partager à Raven. Clark est allé voir Raven. Elle est allée voir Raven au bar et lui a dit « J'ai une bien meilleure idée. J'ai une bien meilleure idée maintenant pour ce qu'on va te faire, pour ce qui va t'arriver, j'ai une bien meilleure idée. » Raven s'est tourné et lui a dit « Quoi, c'est quoi ton idée? Me tuer encore une fois ?» Sur un ton très sévère, elle l'a regardé, sur un ton très strict. Sur un ton très strict, elle lui a dit « C'est quoi ton idée? Me tuer comme toi tu t'es tué ?» Clark l'a regardé et lui a dit « Non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va effectivement te tuer. Mais on va garder ton conscient. Grâce à la puce mémoire, on va garder
ta conscience, intégrée à l'intérieur d'un laboratoire, intégrée à l'intérieur de ton laboratoire. Elle lui a expliqué qu'ils allaient garder sa conscience, sa mémoire serait gardée à l'intérieur de la puce mémoire, et serait introduite dans un ordinateur. Dans cet ordinateur, elle pourrait ensuite parler depuis la Cité des Lumières. La Cité des Lumières, quand Raven était morte, la Cité des Lumières était mise sur grand écran. Il n'y avait effectivement personne pour contrôler l'écran, il n'y avait effectivement personne pour contrôler des technologies que presque seul Raven sait contrôler. Mais Clark s'en était chargé. Clark s'était chargé de regarder où est-ce qu'elle se trouvait dans la Cité des Lumières. Il y avait un plan très détaillé de la Cité des Lumières, qui avait été fait par Ali. Ce plan était presque trop compliqué pour comprendre. Où elle se trouvait dans la Cité des Lumières. C'était un plan détaillé dans les moindres détails, détaillé dans les moindres angles et moindres endroits de la Cité des Lumières. À certains endroits, il y avait un point rouge. Ce point rouge signifiait Ali. Il y avait un autre point blanc qui signifiait où se trouvait Raven. Et elle regardait sur les plans. Les plans étaient sur le côté et bougeaient de manière synchronisée avec l'endroit où elle se trouvait. Ces plans étaient en surface et bougeaient de manière synchronisée. Elle se trouvait dans un couloir, il bougeait un peu sur le côté. Elle se trouvait en surface, il bougeait un peu vers le haut. Elle se trouvait un peu vers le bas, il bougeait un peu vers le bas. Vers la gauche, il bougeait vers la gauche. Et Clark pouvait regarder sur ses plans où est-ce qu'elle se trouvait. Elle pouvait les modifier, les moduler, elle pouvait les agrandir, les étendre. Elle était à l'intérieur de sa conscience. Et à côté, il y avait un autre écran où il y avait Raven. Raven pouvait leur parler. Elle était morte sur la table, mais sur la table, elle était bel et bien morte physiquement. Abby s'occupait d'elle, était en train de vérifier son cœur, son pouls, était en train de vérifier le sang qui circulait en ses veines. Elle était en train de tout vérifier, lui mettait des produits et des injections en intraveineuse pour la maintenir en vie. Elle lui mettait surtout beaucoup d'anabolisants. Elle lui mettait des anabolisants et des narcotiques, certains médicaments étranges. En lui mettant des médicaments qui pouvaient maintenir son corps en vie, qui maintenaient ses cellules en vie, qui maintenaient chaque atome de son corps en vie, elle lui mettait aussi beaucoup d'adrénaline. L'adrénaline permettait à son corps d'avoir une sorte d'énergie. Pas l'énergie de son cerveau, pas l'énergie de ses bras, pas l'énergie que produit son corps, pas l'énergie de la chaleur, mais certes une énergie qui maintenait son corps en vie. Et elle lui donnait des médicaments en même temps, par intraveineuse, et Raven était morte. Mais à l'intérieur de l'ordinateur, grâce à la puce mémoire, elle pouvait parler et on pouvait la voir dans la Cité des Lumières qui se trouvait à l'intérieur de la puce. Ali était avec elle et elle était en train de lui parler. Tout ce qu'elle disait et tout ce que répondait Ali se retranscrivait sur le côté. Tout ce que disait Raven était mis en retranscription vidéo, et Ali était juste en face de elle. Alors qu'ils étaient en train de voir les réponses, Ali se doutait de quelque chose. À un moment, elle a tourné la tête. Clark a laissé l'ordinateur allumé. Ali a posé une question qui tout de suite a mis Clark dans une insécurité. Cette question, c'était: est-ce que tu es observé? Est-ce que tu reviens me voir pour quelque chose? Ali était effectivement très intelligente, c'était une intelligence artificielle. Quand elle lui a posé cette question, Raven a essayé d'esquiver cette question en répondant par une autre question. Elle a répondu par une autre question. Ali a effectivement répondu aux questions qu'elle avait sur ce laboratoire, sur cette foreuse Shepard qui était liée. Sur cette foreuse Shepard qui était liée à Elijus 3, elle a répondu à toutes les questions. Toutes les questions qu'il y avait sur Elijus 3 qui récupérait du pétrole sur Terre pour pouvoir faire fonctionner la Terre et avoir une sorte de source d'énergie. Elle ne savait effectivement pas comment avait fonctionné cette mission. Cette mission était quelque part une mission secrète qui s'était passée dans le flou. Revenue à la vie, on l'a ramenée.
C'est Murphy qui s'en est encore une fois chargé. Ce n'était pas tuer Clark ou ramener à la vie Clark, mais c'était Murphy qui s'en est chargé, avec Abby. Une fois qu'elle est revenue à la vie, elle a sursauté sur la table, s'est redressée sur la table tout de suite. Abby a regardé son cœur, ses poumons. Raven a retiré son haut, et alors tout de suite, Abby a regardé ses poumons. Elle a regardé ses poumons, à l'arrière, dans son dos, et a regardé son cœur, s'il allait bien. Tout allait bien, et tout de suite, Echo et Clark s'en sont chargés. Faire une petite entaille sur le côté et lui retirer la puce, tout de suite. Tout de suite, ils s'en sont chargés, lui retirer la puce, tout de suite. L'entaille avait été faite et il l'avait retirée pas simplement en la retirant parce qu'elle avait fusionné avec sa mémoire, elle avait fusionné avec son conscient. Lorsqu'ils l'ont retirée, ils ont dû la faire fondre en tout cas ce qui restait, les bouts de métal qui restaient à l'intérieur de la puce mémoire, ils les avaient fait fondre. Raven était revenu à la vie. Elle avait vu Alice, elle avait terrifiée sur le moment. Clark avait vu qu'elle était terrifiée, mais surtout fâchée quand elle était revenue. Surtout fâchée quand elle était revenue. Et une fois qu'elle était revenue, elle lui a expliqué un peu tout ce qu'elle savait. À la table, elle lui a expliqué tout ce qu'il savait. Les enfants de Gabriel et les enfants de Gabriel sont arrivés et l'ont emmené alors à l'anomalie. Il y avait ce bruit partout dans la forêt, et ils ont suivi ce bruit qui se faisait plus fort d'un côté que de l'autre. Ils sont arrivés devant un endroit où il y avait la pierre, et la pierre leur a ouvert un endroit. La pierre leur a ouvert un endroit sur un autre monde, une autre planète. Et sur cette planète, exactement le même, exactement la même foreuse, exactement le même endroit, exactement le même réacteur, le même radiateur qui réchauffait toute la centrale. Exactement la même chose sur une planète rocheuse avec des roches noires volcaniques qui coulaient tout le long, qui coulaient tout au bord. La terre se durcissait, mais coulait sur une sorte de roche volcanique noire. Une sorte de roche volcanique noire qui faisait de la fumée blanche, sûrement toxique. Donc ils sont arrivés avec des masques et des protections. Ils ne le savaient pas, mais évitaient de respirer et se protéger le plus possible avec leurs mains. Une fois qu'ils ont été chercher ce qu'il y avait à l'intérieur, ils ont trouvé beaucoup d'informations sur l'Eligius 3, sur la mission Eligius 3. Une fois que ça s'était fait, ils ont repris toutes ces informations, des dossiers parlant de Eligius 3, ou alors aussi des combinaisons qu'ils ont pris pour sortir. Ils ont fait le tour de cet endroit sur cette planète et ont trouvé effectivement ces masques que portaient les personnes qui avaient apprivoisé l'anomalie. Ces masques que portaient ces personnes, c'est les disciples de l'anomalie. Ils en ont trouvé quelques-uns. L'anomalie les a renvoyés à Sanctum. Face à la pierre. Ils sont sortis et face à la pierre, ils sont retournés dans un endroit qui n'était pas une planète. En réalité, c'était une planète, la première planète sur laquelle ils ont installé ce réacteur. La première planète sur laquelle ils ont installé ce réacteur, il y avait tous les secrets d'Eligius 3. Assez de secrets d'Eligius que Raven était en train de regarder à une table. Avec un ordinateur, elle a réussi à hacker et à passer au travers des codes. Des codes mères et des codes sources. Elle a réussi à passer au travers de tous les codes. Et une fois que c'était fait, elle a réussi à atteindre la mission Eligius 3. Ils sont remontés dans l'Eligius 4 et elle a retapé les mêmes codes. Elle a retapé les mêmes codes mères, les mêmes codes sources. On a transformé quelques-uns. Il n'y avait rien qui bloquait. Elle a réussi alors à trouver la mission Eligius 3. La seule chose qu'il fallait faire, c'était arrêter complètement le vaisseau. Une fois le vaisseau complètement arrêté, une fois l'Eligius 4 complètement éteint, en bas, ils ont entendu une sorte de secousse. À Sanctum, en bas, Echo et Bellamy ont prévenu Raven, Clark et Murphy, qui étaient montés avec Emory. Emory, Murphy, Raven, Clark, qui étaient montés dans l'Eligius 4 pour pouvoir l'arrêter, pour pouvoir arrêter tous les codes fonctions, tous les codes mères,
pour pouvoir effacer tout ce qu'il y avait dessus, pour, pour pouvoir effacer toutes les missions qui avaient été enregistrées. Une fois que tout ça avait été effacé, en bas, une secousse avait fait ressurgir le sol de Sanctum. L'entièreté de Sanctum, l'entièreté du château de Sanctum avait tremblé. Alors qu'à la radio sur laquelle il y avait les talkie-walkie branchés, Bellamy a dit qu'il y avait eu une secousse en bas, que c'était normal et qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Ils ont été voir au réacteur et le réacteur était complètement éteint. Il n'y avait plus rien, plus de feu, plus de flammes qui sortaient qui sortaient de ces petits réacteurs qu'il y avait juste devant. Plus de protection de flammes, plus rien. Le réacteur était éteint, complètement éteint. La seule chose qu'il y avait à faire, la mission de l'Hélios 3, c'était de ramener du pétrole sur Terre, grâce à cette foreuse. Et ensuite, une fois qu'ils avaient ramené du pétrole sur Terre grâce à cette foreuse, la seule chose qu'ils avaient à faire, c'était d'éteindre tous les dossiers. Une fois tous les dossiers éteints, Hélios 4 et Hélios 3. Hélios 4 et Hélios 3 avaient été éteints. Ils sont descendus et l'assaut sur le château qui avait été fait par Diyoza avait fait en sorte que Russell se rende. Les laboratoires ont été effacés. Tous les codes mères ont été effacés. Le nombre de personnes qui se sont réincarnées ont été effacés et ont été alors remis et réintroduits à l'intérieur de petits codes à l'intérieur des puces mémoire. Toutes les personnes qui se sont réincarnées encore et encore. Et encore, toutes ces personnes qui se sont réincarnées ont été effacées, comme si elles n'avaient jamais existé. Les autres ont existé. Les caméras de surveillance, elles, sont restées. Les nombreuses caméras de surveillance, qui avaient filmé ces réincarnations, ces réincarnations que faisaient les princeps. Ces nombreuses réincarnations avaient été filmées. On les avait gardées comme preuve. Pas comme preuve de chantage, mais on les avait gardées comme preuve de leur réincarnation. Une fois que c'était fait, remonter sur l'Hélios, une fois que c'était fait, ils s'étaient tous endormis en cri au sommeil. Mais Clark avec Bellamy, depuis une vitre, Clark avec Bellamy, depuis cette grande baie vitrée sur l'Hélios 4, avait vu une partie de la planète prendre feu. Et se mélanger à ce feu une anomalie, une sorte de rond circulaire vert qui rentrait à l'intérieur des flammes. L'anomalie n'avait pas disparu, simplement traversé une sorte de nuage de flammes, le Prime Faya, qui avait été nommé par Lexa, qui avait été appelé comme ça par Lexa. Une fois que ça s'était fait, il s'était dit que sous le feu et sous l'anomalie qui avait traversé les flammes, peut-être que la foreuse avait disparu. Ils sont redescendus sur Terre, et quand la foreuse avait disparu, une fois que la foreuse avait disparu, la mission était achevée. Sanctum était à eux, le château de Sanctum était à eux, Russell Princeps avait laissé tous les dossiers compromettants des nombreuses réincarnations, et le château était enfin à eux. Ils avaient un endroit où habiter, et toutes les personnes qui étaient encore sur les Hélios 4 devaient redescendre. Pour ça, on leur a envoyé Diyoza, qui était venu les chercher. Diyoza était venu les chercher, mais en échange, avait demandé à ce qu'on les abrite, à ce que la moitié du château leur appartienne, et l'autre moitié, à ce que la moitié du château leur appartienne, et l'autre moitié appartienne à Diyoza. C'était un échange équitable en échange d'aller chercher Murphy, d'aller chercher Emory, d'aller chercher Clark, Bellamy et Raven, qui étaient dans les Hélios 4.